Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau bilan de fin de saison F1 de Multi-21. Aujourd'hui, on parle des moteurs Ferrari. Je suis donc avec Clyde. Comment vas-tu, Clyde ? Très bien. Alors, on va parler bien évidemment des trois écuries motorisées par Ferrari, la Scuderia, Alfa Romeo, anciennement Sauber, et AS1 Team. Alors déjà, un petit point s'impose, contrairement aux autres vidéos où l'on parlait directement des trois écuries en commençant par la moins bien classée, ou des deux écuries pour les moteurs Renault et Honda. Là, on va faire un petit point qui s'impose, puisque As a connu le pire classement constructeur de son histoire. Vous allez me dire, ils ne sont pas depuis longtemps, mais quand même. Alfa Romeo, sous ce nom Alfa, la dernière fois qu'ils étaient aussi mal classés, c'était en 1982 avec une 10e place au classement constructeur. Ferrari, la deuxième fois qu'ils étaient plus mal classés, c'était en 1980 avec une 10e place au classement constructeur. Et il y a une raison à tout ça. Clyde, je vais te laisser en parler. Alors, on se souvient tous que l'année dernière, effectivement, le moteur Ferrari était vu comme le plus puissant du plateau. Il développait plus de 1000 chevaux. On parlait du miracle Ferrari. Pas concrétisé en course à cause de certains problèmes de fiabilité, par exemple avec Charles Leclerc à Bahreïn. Mais on a vraiment vu un bloc Ferrari très 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 puissant. Ça s'est vu en Belgique et en Italie, deux victoires Ferrari par Charles Leclerc. Et puis, au cours de l'année, il y a eu quand même un certain nombre de rumeurs de tricherie, ou en tout cas d'exploitation intensive de la zone grise. Et pendant l'hiver, le long hiver qu'il y a eu entre les deux saisons, on a eu une nouvelle comme quoi il y a eu un accord secret entre la FIA et Ferrari au sujet de son moteur. Et patatras, arrivé en Autriche au début de l'été, on s'aperçoit que les Ferrari sont quand même à la ramasse, alors un peu cachés par la deuxième place de Leclerc, mais on a déjà observé que les Ferrari étaient à la ramasse. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Y a-t-il réellement eu de la tricherie ? Y a-t-il eu plutôt l'exploitation d'une zone grise que la FIA a voulu fermer, ce qui a impacté le moteur Ferrari ? C'est difficile à savoir, ça a beaucoup fait jaser parce que l'accord a été tenu secret. Alors il y a eu une explication qui m'a convaincu plutôt. C'est pour ça que je ne vois pas forcément une tricherie franche de Ferrari, mais plutôt une exploitation vraiment poussée d'une zone grise. Mais la FIA, en tout cas Ferrari, de façon assez compréhensible, ne souhaitait pas que les détails de la construction de son moteur soient révélés dans le document légal. Ce qui a poussé à négocier un accord caché. Moi, c'est une explication qui me convainc. Je suis un industriel, j'ai pas trop envie que mes secrets se fassent, que j'ai triché ou non, hein. J'ai pas trop envie que mes secrets se montrent sur la place publique. Après, est-ce que c'est réellement le cas ? Est-ce que c'est juste effectivement une tricherie et que la FIA aurait voulu protéger Ferrari ? Peut-être. Mais en même temps, la FIA n'avait pas protégé McLaren en 2007. Hein. Je pense pas que ça les gêne de mettre sur le devant sous le spot la tricherie d'un concurrent. Oui, tout à fait. Et puis, c'est là où c'est très important ce que tu dis, c'est important de le rappeler, c'est que on ne peut pas savoir ce qui s'est passé et c'est tout à fait légitime de la part de Ferrari dans un secteur qui est quand même très concurrentiel de ne pas vouloir livrer l'architecture moteur à ses concurrents. On se rappelle qu'il y a quand même eu une affaire autour de Racing Point et Mercedes pour une architecture d'écope de frein. Ouais. Vous imaginez bien pour un moteur. L'effet réel, c'est que en 2019, Ferrari avait un moteur qui était ce qu'il était, et en 2020, ce n'était plus le même. Et ça a énormément handicapé ces écuries, que ce soit l'écurie Ferrari, bien évidemment, mais aussi les écuries clientes, à commencer par As, qui a traîné en fond de classement, des As qui étaient souvent derrière George Russell en qualification, et un Romain Grosjean et un Kevin Magnussen qui ont connu une dernière saison F1 très très pénible quand même, tous les deux. Oui, après As, ils continuent aussi sur leur pente. Je veux dire, le moteur Ferrari, ou le manque de performance de moteur Ferrari a impacté évidemment leur courbe de performance, mais on est quand même sur une courbe de performance qui est un peu continue depuis qu'ils sont arrivés en 2016, parce qu'ils ont toujours refusé de changer leur façon de faire. Ils sont arrivés en 2016, c'était l'écurie Wahoo qui avait fait externaliser le maximum de sa monoplace, acheter le maximum de sa monoplace à l'extérieur. C'était Dallara à l'époque qui s'occupait du châssis. Il y a beaucoup de pièces Ferrari qui avaient été achetées. Ils ont gardé plus ou moins le même fonctionnement. Ils n'ont pas voulu évoluer et je pense que ça se sent
quand ils font trop de choses à l'extérieur, c'est un manque de cohérence peut-être, mais depuis 2018, la Haas, elle est abonnée quand même au fond du plateau, avec de temps en temps des coups d'éclat qu'il n'y a pas eu cette année, contrairement à 2018 et 2019. Là, cette fois-ci, Grosjean et Magnussen n'ont pas pu du tout faire parler leur talent. Mais je pense qu'on est quand même sur une continuité des 2-3 dernières saisons. On se souvient du fiasco Monster, non, Rich Energy. As n'est plus vu comme une écurie qui serait capable d'aller de l'avant. Et c'est d'autant plus visible que As avait décidé de sacrifier cette saison pour préparer 2021. Et avec tout le coronavirus et tout, le nouveau règlement a été repoussé d'1 an, mais As n'a plus amené d'évolution sur sa monoplace depuis le début de l'année. Et encore, les évolutions qui ont été amenées au début de l'année étaient très minimes. Et il y a encore une saison très difficile pour Haas qui s'annonce, avec en plus 2 jeunes pilotes dont l'expérience n'est pas forcément le fort et qui ont, surtout Schumacher, hein, je pense à Schumacher, qui auront besoin d'1 an pour s'habituer à la discipline. Donc c'est dans la continuité et on aura encore la même chose pendant 1 an, à voir ce que ça fera en 2022. Oui, c'est vrai que As en 2018 se battait pour on se souvient, pour la 4e place, ça avait été très bien romancé par Netflix, et depuis 2 ans, les performances ont clairement baissé, déjà en 2019, mais cette année, tu l'as dit, pour les raisons que tu as très bien expliquées, c'est-à-dire que As n'a jamais développé une voiture qui était mal née et qui en plus était montée d'un moteur mal né, donc forcément l'ensemble, le châssis moteur n'étant pas bon, et As étant dans cette cacophonie d'avoir 3 usines différentes et de faire sous-traiter énormément de pièces et de n'avoir un partenariat avec Ferrari que finalement très pas superficiel, parce qu'il est quand même important, mais moins important que ce que nous avait promis Gene Haas quand il était arrivé en F1. Ça nous a donné ce manque de réactivité de Haas quand ils ne sont pas dedans, et puis du coup moi je trouve ça vraiment dommage pour Romain Grosjean et Kevin Magnussen dans leur dernière saison en F1 de ne pas pouvoir montrer plus, hein. Eux qui justement en 2018, il y a 2 ans, avaient pu montrer qu'ils étaient encore au niveau. Là, c'est une sortie par la petite porte, et je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de plus à dire sur Haas là-dessus. Peut-être faire un petit point sur Fittipaldi, qui aurait été une étonnante surprise en tant que remplaçant, qui aura bien tenu son rang. Oui, effectivement, Fittipaldi, c'est remplaçant de dernière minute. En plus, il n'avait pas couru depuis 1 an, le pauvre. Il a eu sa chance en Formule 1, il en rêvait, c'est sûr. Je pense que c'est un nom qu'on pourrait peut-être revoir éventuellement. Il termine du côté de l'IndyCar, du WEC encore. Bon, il s'était cassé les jambes dans l'année, si je me souviens bien. Tout à fait. Donc, on va voir ce qu'il va pouvoir faire, et je pense que ça pourrait être un nom qui pourrait repoper un moment ou un autre. Il a vraiment pas démérité du tout. Dans une voiture qui évidemment découvre, alors qu'il n'a pas couru depuis 1 an, je pense que c'est une bonne surprise. Ouais, et d'ailleurs, pour prolonger ce que tu dis, si Fittipaldi n'a pas de volant en IndyCar ou en WEC l'an prochain, faites en sorte qu'il ait un volant en F2, parce que ça serait intéressant de le voir dans cette catégorie, lui qui n'y est jamais allé. Au moins 1 an pour voir ce que ça donnerait, parce que c'est un gamin qu'on a vite jugé sur le fait qu'il avait couru au maximum en Formule V8 3.5, donc l'ex-Formule Renault dans son année, dans sa dernière saison avant de mourir. Mais peut-être que ça serait intéressant effectivement de le voir là. Je ne sais pas. Puis il n'est pas bien vieux, donc il a encore le temps. Tout à fait. Passons à Alfa Romeo, autre team motorisé par Ferrari. Un team qui aura connu une année difficile, qu'elle est loin, elle aussi, l'année 2018, où avec Charles Leclerc et Marcus Ericsson, on nous promettait une monoplace qui, ça y est, se battait pour la Q2 régulièrement, qui était plutôt bonne. Là, on est retombé dans les travers, avec un Raikkonen qui, au fur et à mesure du temps, a laissé Antonio Giovinazzi le battre en qualif. Et moi, je sais pas toi, mais moi, je sais plus quoi penser de ce duo Raikkonen-Giovinazzi. J'ai pas l'impression que... Raikkonen dit qu'il est toujours passionné par la course auto, mais j'en ai de moins en moins l'impression. Quant à Giovinazzi, dominer un mec de 41 ans, est-ce que ça a réellement une valeur? Moi, je vois toujours pas son niveau en fait en F1. Giovinazzi, il le domine pas, Raikkonen. Il est plus rapide en qualification, mais à chaque fois, il se fait battre en course.
Je pense que Raikkonen a encore la passion, il se fout totalement de la qualification, mais en course, il se réveille un peu plus, de façon peut-être intermittente. Il a quand même fait un tour de folie au Portugal. Nominé action de l'année, on le Euh, rappelle. ah Cette bah magnifique ouais, action où il commence 16e et il est 7e au bout d'un tour. Enfin, quelque chose c'est ça, c'est d'exceptionnel. un tour de folie. Je me repasse encore le on-board régulièrement, hein. Donc, je pense qu'il a encore la passion, il aime toujours être là. Maintenant, Raikkonen, ça fait depuis 2010, 2008. Hein, s'il voit pas l'intérêt, il va pas appuyer sur le champignon. Il va attendre. Il est capable de passer une course à attendre et puis tout d'un coup se réveiller ou passer trois courses à attendre et puis tout d'un coup se réveiller. C'est comme ça depuis 2018. Hein, Raikkonen. Ça n'a pas changé. Ça a été pareil chez Lotus, pareil chez Ferrari lors de son retour. Je sais pas s'il apporte quelque chose du côté technique, peut-être pas parce que vu l'évolution d'Alfa Romeo, impactée forcément par le moteur, hein, mais vu l'évolution d'Alfa Romeo, c'est difficile de juger. Maintenant, Giovinazzi, enfin, ça va faire sa deuxième saison complète. Je suis pas sûr de l'intérêt d'une troisième saison en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi Schumacher en fait a été envoyé chez Haas et pas chez Alfa Romeo. Je pense qu'il aurait été justement peut-être plus utile chez Alfa Romeo. Mais Alors pour moi, ça, pour moi, je vais juste revenir sur ça, sur Schumacher. C'est lié à deux choses, je pense. C'est la première, c'est que Gene Haas a mis un coup de pression certain à Ferrari sur leur collaboration et le fait qu'on lui oui, envoie un jeune pilote Ferrari n'est pas anodin pour montrer que lui veut collaborer avec Ferrari sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est que Frédéric Vasseur, donc le team principal de Sauber, donc d'Alfa Romeo aujourd'hui, ne s'en est jamais caché. Le partenariat avec Ferrari ne tient que jusqu'à fin 2021. C'est-à-dire que pour l'instant, Frédéric Vasseur et Sauber Engineering, qui est la société mère de Sauber mhm. F1 Team, n'ont pas pris de décision concernant 2022, avec quel moteur ils vont partir et surtout avec quel partenariat. Donc c'est peut-être pour ça que Mick Schumacher a Ouais, été placé chez Haas et chez Alfa Romeo. On a continué de mettre un jeune pilote Ferrari pour 2021, mais qui n'aura peut-être pas d'avenir dans la structure, c'est-à-dire Antonio Giovinazzi. Mais comme toi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'en pouvais plus au bout d'une saison de Giovinazzi. Au bout de 2 saisons, j'en peux plus. Je ne vois pas l'intérêt que ce mec fasse 3 saisons en F1. oui, ils auraient mieux fait de mettre Ilott ou Schwartzmann, je sais pas. Mais non, effectivement, j'allais y venir. Les déclarations de Vasseur dernièrement montrent bien que le partenariat avec Alfa Romeo et donc Ferrari n'est pas du tout sécurisé pour l'année prochaine, enfin l'année suivante plutôt. Euh, et c'est sans doute pour ça effectivement que Schumacher est allé chez Haas. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a plus de potentiel chez Sauber que chez Haas. Oui, Euh, on l'a vu en mais 2018. peut-être. Hein. Oh, ben, on l'a tout à fait vu avec un bon jeune pilote, avec un Raikkonen en forme, ils peuvent faire de bonnes choses. Raikkonen, clairement, ça va pas durer jusqu'en 2022, hein, mais je pense que Giovinazzi, je pense que Vasseur aurait quand même dû pousser à ce que Ilott ou Schwarzman monte. Hmm. Plutôt que de continuer avec un pilote qui est certes plus rapide que Raikkonen en qualification, mais Raikkonen en qualification, ça, à part l'époque McLaren, ça n'a jamais été une fusée. Euh, non, je vois pas trop l'intérêt. Bah écoute, alors c'est un peu Madame Irma ce que je vais faire là et c'est un peu de la digression par rapport au sujet, mais c'est intéressant. Pour la suite d'Alfa Romeo, de Sauber, on sait que depuis que Peter Sauber a laissé un peu la main, d'abord à Monisha Kaltenborg et maintenant à Frédéric Vasseur, le lien avec Ferrari, qui est quand même historique depuis plus de 20 ans, a vacillé. C'est-à-dire que Monisha Ouais, Kaltenborg, on le sait, hein, juste avant que Frédéric Vasseur ne prenne sa place, elle avait un accord avec Honda pour 2018 tout à fait. avant que Fred Vasseur revienne. Et Fred Vasseur, lui, n'a jamais caché que ce contrat était là, on le sait, par rapport à Charles Leclerc dans un premier temps, puis Kimi Raikkonen, mais que c'était sur les belles promesses de l'année 2018, qui était une bonne année pour le team Alfa Romeo Sauber, qu'on a construit ce partenariat. Moi, je pense que pour 2022, Frédéric Sauber pourrait tenter d'aller voir chez Renault, qui n'aura plus qu'une seule voiture à motoriser, c'est la sienne. Ouais. Et si jamais Red Bull devient son propre moteur, bien évidemment, on met des guillemets partout, attention, là c'est un monde imaginaire. Mais
Sauber pourrait aller voir Renault, et donc Ferrari pourrait perdre en plus des places supplémentaires pour ces jeunes pilotes, eux qui en ont plein de talentueux qui arrivent. Donc il faut faire extrêmement gaffe à comment Ferrari gère ses partenariats, et le fait que cette année il aurait refilé un pilote pas totalement au niveau et un moteur pourri, ça joue pas pour eux pour la suite. Non, c'est sûr. Bon, passons au team principal à Ferrari, puisque là, globalement, on a parlé de l'avenir, du passé pour Haas et Alfa Romeo, puisque c'était assez marrant, mais venons-en au cirque principal de la F1, la Scuderia Ferrari. Que dire sur cette saison de Ferrari ? On l'a dit, la dernière fois qu'ils ont été plus mal classés, c'était en 1980, à une époque où il y avait beaucoup plus de constructeurs. 6e sur 10 au classement final. Un Charles Leclerc péniblement 8e au classement en pilote. Sébastien Vettel 13e, classé 17e par le Power Ranking de la F1 quand même, c'est dire. Qu'est-ce qu'on retient de cette saison de la Scuderia Ferrari ? Midfield team. Team de milieu de tableau, complètement. Et de la deuxième partie du milieu de tableau. Un podium, oui, de la deuxième partie du milieu de tableau, ouais, voilà. Carrément, ouais. Capable de faire un podium de temps en temps sur les circonstances de course, avec un Charles Leclerc quand même qui... honnêtement, Charles Leclerc, c'était l'assurance vie de Ferrari, c'était Alonso en 2014. C'est le pilote qui était là, toujours dans les bons coups. Alors, on l'entendait à la radio, s'il loupait un truc, il était furieux contre lui-même. Je me souviens encore de la radio en Turquie. Mais il est toujours là dans les bons coups, toujours prêt à saisir l'occasion, toujours prêt à aller chercher les points. Sans Charles Leclerc, très honnêtement, Ferrari aurait été probablement du niveau d'Alfa Romeo. Et ça aurait fait très 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 mal. Alors ils peuvent vraiment dire merci à Charles Leclerc d'avoir accroché plusieurs podiums. Parce que Vettel était nulle part pendant toute la saison. Honnêtement, ils auraient pu se débarrasser de Vettel et mettre un autre, ça n'aurait pas changé. Tu parles de Sébastien Vettel, ça tombe bien que tu en parles, parce que Sébastien Vettel, à la fin de la saison, c'est 33 points. On se rappelle qu'il fait un podium quand même, donc 15 points, inespéré. Ouais. T'enlèves ces 15 points-là, tu marques 18 points dans la saison pour Sébastien Vettel. Ça. Donc 18 points, tu l'as dit, c'est les Alfa Romeo. C'est quasiment moins bien que Nico Hülkenberg en 3 courses. C'est ça. En 2 courses, dans 2 départs, donc c'est pour Sébastien Vettel, ça a été une lente agonie cette saison. Ouais. Complètement, c'est vraiment nulle part. Mais alors, cette saison, mais c'est aussi la saison dernière. On est encore dans la continuité de la saison dernière d'un Vettel qui s'est vraiment retrouvé secoué par Leclerc. Et il le dit à Leclerc, il a reconnu finalement t'es le pilote le plus talentueux contre lequel j'ai couru. C'est ça la dédicace qu'il a fait à Leclerc. Et il a rajouté à la fin, ne gâche pas ton talent, ouais. Et ça, alors ça, on va en reparler, ouais. Ouais, on va pouvoir en reparler. Mais bon, Vettel, il peut casser des œufs sur le dos de Ferrari, mais ça fait depuis 2019, où presque il a fait illusion face à Raikkonen. Je me souviens en fait en 2015, quand il est arrivé, il y en a beaucoup qui étaient oula, Vettel, super, il arrive chez Ferrari, il change tout. Chez Canal+, ils étaient tous amoureux de lui. C'est tellement mieux qu'Alonso, il a pas son super fauteuil et Ferrari ne se cache plus, tu parles. Pendant ce temps-là, quand même, vers la mi-saison, les journaux italiens ils disaient de Vettel que il est mignon, mais Alonso il serait en train de se battre pour le titre avec la voiture qu'ils ont. Et je pense que ça veut tout dire, ça fait depuis des années que je pense Vettel, il a réussi peut-être à amener un peu de fraîcheur à Ferrari, je sais pas, c'est peut-être plutôt arrivé à Bene à mon avis qu'il a apporté cette fraîcheur. Mais en tout cas, il a réussi à faire illusion, à se battre pour le titre avec une voiture qui était bien meilleure que ce que ça avait été les années précédentes, mais à chaque fois, ils se sont plantés. Et à chaque fois, Vettel aussi a fait des erreurs, s'est planté. Les nombres depuis 2018, quasiment, c'est un tête à queue tous les 2 courses. C'est plus un pilote, pour moi, Vettel n'est plus un pilote de première classe. Si tant est bien qu'il l'ait été. Pardon, je te laisse à tes propos, tout le monde ne sera pas d'accord. Mais alors, tu as parlé de Maurizio Arrivabene, ça tombe bien, parlons de son successeur, Mattia Binotto. C'est très bizarre quand même ce qui est devenu la Scuderia sous Mattia Binotto, avec des déclarations, on se souvient des déclarations en 2019 entre la place de Charles Leclerc et celle de Sébastien Vettel. Là, on a déjà eu le droit aux déclarations comme quoi Mick Schumacher pourrait être mis dans la monoplace en 2023.
Donc c'est super pour Carlos Sainz qui Super, fait ouais. depuis 2 ans. Donc Ouais. enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sous Binotto. On a souvent critiqué Maurizio Arrivabene, mais est-ce que Mattia Binotto c'est pas aussi le catalyseur de tous les problèmes actuels de Ferrari? Mais depuis longtemps. Enfin, Binotto, c'est un bon ingénieur. C'est pas un team Très bonne, principal. oui, ça on va pas prendre sa place. Ça, très bon Et là-dessus. il y a eu enfin, il s'est rêvé vizir calife à la place du calife. Il avait un problème avec Arriva Bene, clairement. Et il a fait en sorte de miner Arriva Bene dans l'esprit des dirigeants de Ferrari en disant mais moi je peux amener Ferrari tout ci tout ça à faire ce qui est au mieux qu'Arriva Bene. Quand on regarde le bilan des deux hommes, hein, Arriva Bene quand il est parti de chez Ferrari donc fin 2018, Ferrari se battait pour le titre mondial. En 2019, c'était pas le cas. En 2020, voilà où on en est. Donc c'est un bon ingénieur, c'est un excellent ingénieur, mais il aurait fallu le garder à sa place d'ingénieur. Il aurait fallu, je pense, garder Arriva Bene, qui était la personne. Je pense que le renouveau de Ferrari à partir de 2015, c'était pas Vettel, c'était Arriva Bene. Arrivabene, Et ouais, je suis entièrement de d'accord l'avoir avec toi. laissé partir, c'était une grave erreur. Et quand tu fais le bilan de Mattia Binotto, c'est 2 saisons complètes à la tête de Ferrari. La première saison, il y a cette affaire du moteur Ouais, qui entache quand même grandement l'image de la Scuderia. Et la deuxième c'est saison, vrai. c'est midfield team. Donc Ouais, ton bilan de 2 saisons, c'est une année où tu es devant parce que peut-être que tu triches, on sait pas, tu vois, mais on est rendu à les accuser de triche bah c'est quand ça, on voit ouais. leur saison actuelle. Donc première saison où tu salis l'image de ton team en dehors du monde sportif. Deuxième saison où tu salis l'image de ton team sur le monde sportif en terminant sixième et on s'est longtemps demandé s'ils n'avaient pas terminé septième derrière AlphaTauri. C'est Donc ça, ouais. et tu l'as dit, hein, Charles Leclerc sauve les meubles. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu veux pour Mattia Binotto? Moi, je suis désolé, mais si 2000, en fait, tout le monde dit si 2021 se passe mal, il faudra virer Mattia Binotto, mais sauf que 2021, durant l'année 2021, vont être construites les monoplaces de 2022, qui vont être un changement énorme, comme a Oui, été 2009, comme a été 2014, comme a été 2017. C'est des changements où on a vu des teams devenir très importants ou redescendre dans la hiérarchie, demander à Williams qui est devenu très important en 2014 et quand la réglementation 2017 est arrivée, ils se sont de nouveau cassé la gueule. c'est 2009, ça a ça. été l'avènement de certains teams qui avaient du mal sous les réglementations précédentes. Force India, qui était avant Red Midland, Bull. Jordan, voilà. Donc, comment est-ce que tu peux laisser entre les mains d'un mec qui a fait 2 saisons qui sont passablement mauvaises les rênes du team le plus important de l'histoire de la F1 juste avant une réglementation qui va tout changer? Ah, Je me pose la question, tu vois. bah non, exactement. Enfin, Binotto, c'est, alors, je le répète, un très bon ingénieur. Fin 2018, quand il commençait à faire son kéké et vouloir essayer de faire virer arrive à venir en plus dans une période où tout Ferrari était complètement chamboulé par la mort de Marchionne, il aurait fallu le laisser. Enfin, je pense que si Marchionne avait été encore en vie, il l'aurait remis à sa place. Sa place d'ingénieur, tu vas dessiner tes trucs et tu arrêtes de nous faire chier sur le fonctionnement de l'écurie, tu connais rien. Pour un team, je pense vraiment qu'un team principal, c'est pas un ingénieur, ça peut être un showman un peu comme Flavio Briatore, quelqu'un qui vient de l'extérieur mais qui connaît bien les affaires, qui connaît bien la façon de faire fonctionner, de huiler les engrenages, comme l'a été Arriva Bene, comme l'a été Fab Briatore, comme l'a été très bien Christian Horner. Même si lui il est plus du Si lui, il est des du séries Ferrari quand même. Ouais, ouais. de la course automobile, mais c'est pas un ingénieur non plus quoi. C'est des types qui sont bons dans l'organisation. Comment Et veux-tu la gestion de dire crise. exactement? Et Binotto clairement, la gestion de crise, il y a quand même deux moments pour moi qui ont été assez fondateurs pour Binotto. Ça a été quand Leclerc justement s'est retrouvé vachement plus rapide que Vettel à Bahreïn en 2019 et bah, il ne savait pas quoi faire quoi. Enfin, les consignes étaient un peu contradictoires et finalement Leclerc, bah, il a senti qu'il avait une ouverture, il y est allé, hein. Il y est complètement allé. Et ensuite à Sochi, comment ils ont perdu la course, il y avait eu un accord, alors que l'accord était bon ou pas, je sais pas, hein, mais il y avait un accord entre les deux pilotes et ils ont été incapables de se faire obéir de Vettel parce qu'ils savaient qu'il y avait une zone grise et qu'ils pouvaient y aller.
Non, mais Euh, tu l'as dit sous l'époque d'un Arriva Bene où tu as très bien parlé de Briator, mais c'est l'exemple parfait d'un type qui euh, prend deux pilotes et tranche c'est, il y a un numéro un, il y a un numéro 2. Là, on va faire comme ça. C'est pas un mec qui est du monde de la course. Briator venait du non, monde des affaires, comme Arriva Bene venait de Philippe Morris. Il était responsable du sponsoring, de la publicité chez Philippe Morris avant d'être tout à chez fait. Et Ferrari. je pense que ces types-là, c'est de bons team managers finalement. Oui, Plus qu'un tout à fait. ingénieur ou même qu'un ancien pilote. Regarde, tu prends Franz Stott chez l'autre écurie italienne, chez Ouais. AlphaTauri. C'est un mec qui est froid, tu vois, qui n'a pas de sentiments par rapport à ses pilotes. Il exécute, il Non. exécute. Et c'est ça qu'on demande enfin, on sait tous qu'Arriva à Bene, c'est un type qui est 15 fois plus brillant que nous en tant qu'ingénieur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais Que Binotto, oui. voilà. Ouais. Oui, que Binotto, pardon, je sais pas pourquoi je dis Il Arriva est Bene. plus brillant que toi en Euh, tant qu'ingénieur. Ouais. mais que Binotto il soit meilleur que beaucoup que la majorité des personnes en tant qu'ingénieur, c'est pas un souci, mais c'est son poste, c'est pas un C'est poste ça. de directeur d'écurie. Et moi j'ai très peur, et on le sait, hein, enfin, on se cache pas, nous, il y a des personnes sur cette chaîne qui sont plus fans de Ferrari que d'autres. Moi je n'en fais pas partie, mais j'ai peur quand même pour Ferrari pour la suite. Alors que je suis un de leurs premiers détracteurs, donc c'est pas normal théoriquement qu'un détracteur de Ferrari se dise que ça peut mal se passer pour eux, quoi. Enfin, c'est dommage, et c'est l'image de leur saison qui était catastrophique. Mais je pense qu'un détracteur de Ferrari, il y a quand même bien que Ferrari soit suffisamment forte pour, pour pouvoir leur cracher dessus après. Oui, oui, Mais voilà, on préfère comme ça. Enfin bon, c'était un bilan des écuries Ferrari qui était quand même, qui sera le plus triste de la série, on peut le dire, hein, oui, puisque c'est la seule où il n'y a pas vraiment de satisfaction, hein. On rappelle que c'est le motoriste qui a ramené le moins de points par team en moyenne sur la saison, ouais. donc c'est quand même hallucinant. C'est le motoriste qui a fait le moins de podiums sur la saison. C'est très très triste quand même cette saison de Ferrari, et on espère du mieux quand même pour 2021, parce que pour Charles Leclerc, pour Mick Schumacher, qui mérite quand même mieux que ça. Vraiment. Parce que Du déjà mieux, cette ouais, année, avec enfin un nouveau on l'a pas moteur. dit, mais Charles Leclerc, Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, tu leur donnes ce moteur-là à ces mecs-là. Ouais. C'est vraiment gâcher des talents pareils. Enfin, c'est très dommage. C'est très 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 dommage. Oui, exactement. Bah, je te remercie Clyde pour ce bilan des moteurs Ferrari 2020, donc de Ferrari, Alfa Romeo et à son rappel. Je te remercie. Merci à toi. Rendez-vous au premier virage l'année prochaine pour voir si ça s'améliore. Exactement, on se donnera rendez-vous bien évidemment pour les moteurs Ferrari à Barcelone pour voir comment tout se passe pour les essais de pré-saison, et bien évidemment à Melbourne si tout va bien, pour voir lors du premier Grand Prix si Ferrari pourrait regagner un Grand Prix de F1. Ah là là, ce serait magnifique. Singapour Allez, 2019, la dernière victoire, ça nous manque. ça nous manque, ouais. Allez, salut à tous, merci. À bientôt.